Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour leur invitation et puis pour me faire devenir une récidiviste des highlights. Pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé, j'ai repris dans PubMed les publications de novembre 2011 à novembre 2012 et vous comprendrez pourquoi mon exposé est empreint de subjectivité, parce que quand on voit la courbe du nombre de publications dans la maladie de Pompe, on voit qu'effectivement elle suit une courbe exponentielle et que donc le nombre de publications, bien sûr, ça devient difficile d'en faire tout le tour. Donc je me suis bien sûr focalisée sur les choses qui moi m'intéressaient le plus, c'est-à-dire plutôt des problématiques de cliniciens et désolé pour les pédiatres, plus de neurologues adultes que de neuropédiatres. Il y avait déjà cette première étude qui était assez intéressante de l'équipe de Kishnani et donc qui avait repris un certain nombre de patients de leur cohorte de manière rétrospective en regardant ceux qui avaient été correctement classés, c'est-à-dire correctement diagnostiqués dès le départ, ou au contraire pour lequel le premier diagnostic était faux. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que d'une part, il y avait à peu près le même nombre de patients dans les deux colonnes, mais également que là vous voyez des petites étoiles. Les petites étoiles, c'est quand c'est un neurologue qui avait posé le mauvais diagnostic. Donc ce qu'on voit, c'est que entre les bons diagnostics et les mauvais diagnostics, il y avait autant de neurologues dans les deux cases. Donc les neurologues peut-être font pas mieux que les autres. Et puis le deuxième point, c'est que la date de leurs premiers symptômes était équivalente dans les deux colonnes. Donc probablement, en tout cas pour eux, il n'y a pas eu d'amélioration ou pas d'apprentissage pour avoir un meilleur diagnostic. Et puis après, vous allez voir, il y a toute une série d'articles qui se sont intéressés à la fois sur le plan clinique et radiologique et de l'imagerie des atteintes musculaires du tronc, et moi qui me paraissent très intéressantes. Il y avait par exemple cette étude qui avait repris 30 patients et donc des late onset et sur lequel vous voyez que l'atteinte du tronc était vraiment très très prédominante. 43% des patients avaient une faiblesse des érecteurs du rachis quand on les testait en position à plat ventre. 46% une hyperlordose, bon ça c'était relativement attendu. 60% avaient des difficultés à se relever de la position allongée à la position assise et 30% des patients étaient ventilés. Et ensuite, quand on regardait en imagerie, comme bon là vous voyez de très belles images, mais surtout quand on regarde sur le diagramme d'en bas, en fonction des différents muscles qui avaient été évalués en imagerie, eh bien vous voyez que tous les patients présentaient des atteintes d'au moins un de ces muscles, et notamment pour la série des patients qui étaient asymptomatiques, eh bien, il y avait quand même une atteinte de ces muscles abdominaux. Donc c'est des muscles qui sont atteints de manière extrêmement précoce, et les auteurs aussi soulignent que l'association d'une atteinte des muscles paravertébraux et des muscles abdominaux est très évocatrice de ce diagnostic. Si on reste aussi sur l'étude du tronc, il y a aussi cette étude qui porte sur un petit nombre de patients, mais ces auteurs avaient déjà rapporté 2 patients qui avaient une faiblesse des muscles de la langue, et là ils ont rapporté 17 autres patients pour lesquels ils ont testé les muscles de la langue. Vous voyez sur cette petite table la manière dont ils ont testé les muscles de la langue, c'est-à-dire qu'ils demandent de faire une abduction contrariée de la langue contre la joue et de demander à l'examinateur de presser contre leur joue, et ensuite ils quantifient le déficit musculaire, et vous voyez que chez leurs patients, la totalité des patients présentaient une faiblesse linguale qui pouvait être de légère à sévère pour un patient seulement, et que finalement cette faiblesse de la langue était associée aussi à une dysarthrie, une dysphagie, probablement liée aux difficultés de propulsion du bol alimentaire. Donc ça aussi, ce serait probablement quelque chose à rechercher, à explorer dans notre examen clinique habituel, puisque ça paraît pas bien compliqué à faire. Si on continue dans les manifestations cliniques un peu inusuelles, il y a cette étude, c'est une lettre à l'éditeur qui s'est intéressée à l'incontinence à la fois urinaire et fécale chez les patients qui avaient une maladie de Pompe. Donc ça porte sur, ils ont étudié
de manière rétrospective 20 patients et pour un certain nombre d'entre eux, 30%, il y avait une incontinence à la fois et ou urinaire et fécale, et pour lequel ils ont donné une classification, c'est-à-dire ou possiblement liée à la maladie de Pompe, mais dans ces cas-là, c'était parce qu'il y avait peut-être d'autres facteurs, des grossesses multiples, une intervention sur la prostate, ou alors certainement liée à la maladie de Pompe, c'est-à-dire que c'était des personnes qui n'avaient aucun facteur de risque d'avoir une incontinence. Et vous voyez donc qu'il y a une fréquence qui est très élevée et que d'autre part, il y a un patient qui a une double incontinence, à la fois fécale et urinaire, et que parmi les patients incontinents, 2 ont été améliorés par l'enzymothérapie, donc qui renforce quand même l'imputabilité possible de cette incontinence. Donc là aussi, je pense que peut-être comme pour vous, quand vous remplissez le DEMSCOP, pour le Steinert, vous interrogez davantage vos patients sur cette problématique, et c'est vrai que je pense qu'il faut faire de même pour le Pompe. Ensuite, concernant Pompe et audition des patients adultes, alors on sait que chez l'enfant, il y a une atteinte auditive qui était connue. Donc il y a eu ces 2 études qui sont parues la même année, avec en gros une méthodologie qui est assez comparable. Les 2 études retrouvent une perte auditive dans les 2 chez leurs patients, avec quand même une surdité qui est plus une surdité de perception que de conduction. Mais alors leurs conclusions finalement sont pas les mêmes, parce que quand ils adaptent, ils comparent les résultats avec ceux de la population générale, il y en a un qui conclut qu'il y a une prévalence plus forte dans la maladie de Pompe que dans la population générale, et les autres non. Donc, que faire? Peut-être une 3e étude. Alors, un petit cocorico et un clin d'œil à nos amis parisiens. Et puis, donc, je passe aussi sur... je voulais parler quand même de cette très belle étude également de nos collègues parisiens sur l'imagerie en whole body sur 20 patients. Bien sûr, je vais pas pouvoir l'exposer en détail parce que j'ai peu de temps, mais je vous invite à la lire. Donc... nos collègues avaient repris 20 patients adultes qui étaient répartis en 3 groupes de sévérité et qui ont eu donc cette imagerie en whole body. Voici les résultats suivant les différents groupes musculaires et suivant les différents groupes de gravité. Vous voyez qu'il y a certains muscles qui ressortent plus facilement que d'autres, permettant de décrire un pattern de la maladie avec donc la fameuse atteinte de la langue dont on a parlé tout à l'heure, l'atteinte de certains muscles de la ceinture scapulaire, sous-scapulaire, serratus antérieur au grand dentelé, une atteinte axiale et l'atteinte de certains muscles de la ceinture pelvienne, grand fessier et grand adducteur. Il y avait aussi concernant la cuisse, ce résultat qui était très intéressant, montrant que les muscles de la cuisse pouvaient être atteints autant en loge antérieure que postérieure, avec une grande variabilité entre les patients. Alors, avant de passer, je vais vous rapporter les grosses séries de patients traités sous enzymothérapie avant. Mais donc, comme l'a souligné David à la présentation précédente, il y a quand même une grosse difficulté dans l'évaluation de l'efficacité du traitement dans la maladie de Pompe, du fait de sa progression assez lente. Donc, il y a encore 2 nouveaux scores fonctionnels qui sont sortis, un de l'équipe d'Angiolini, un de Van Cappel. Donc, le score GSGC est un score à 4 composantes. D'une part, une évaluation qui est semi-qualitative de la marche, de la montée des escaliers, de la manœuvre de Gowers et du relevé de chaise. Et en même temps, ces 4 composantes comprennent aussi une composante chronométrée, c'est-à-dire qu'il y a un test de marche chronométré, un test de montée des escaliers. Et puis à côté, donc, il y a ces autres collègues qui proposent donc ce Quick Motor Function Test, qui sont 16 tâches motrices qui évaluent les activités de la vie quotidienne, avec chaque item coté de 0 à 5, et un score qui se situe entre 0 et 64. Bon, on peut se poser la question de quand même une certaine similitude avec la MFM, et puis on se dit, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de nouvelles échelles? Ça, c'est une question que je lance à la salle.
Ah oui, alors bon, avant de passer aux études, il y a eu trois papiers intéressants sur les corrélations génotype-phénotype dans la maladie, sur lequel malheureusement je vais pas pouvoir beaucoup m'étendre, mais ce que je voulais souligner, parce que ce diagramme me paraissait très joli, c'est que vous voyez sur le graphe de gauche le nombre de mutations en fonction du nombre de fois où elles ont été retrouvées, et que vous voyez que 70% des mutations qui sont décrites à ce jour n'ont été décrites qu'une seule fois, ensuite 10% deux fois, etc. Et que vous voyez qu'il y a une toute petite frange des mutations qui, elles, ont été décrites beaucoup plus. Et parmi celles-là, la mutation des sujets caucasiens, la C3213T supérieure à grand G, qui elle, est une mutation fréquente. Et puis par ailleurs, il existe quand même plusieurs mutations à effet fondateur qui, elles, sont retrouvées plus fréquemment. En résumé, dans ces articles, il est dit finalement qu'il y a une bonne corrélation entre l'activité résiduelle enzymatique et un âge de début plus tardif et une progression plus lente, même si c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des patients qui ont des formes tardives et des taux très bas, et que pour juger de l'effet pathogénique d'une mutation, finalement l'activité résiduelle enzymatique reste un bon moyen de prédire en fait de son effet à la fois sur la fonction et puis sur de cette protéine. Là où il y a une très forte corrélation génotype-phénotype, ce sont pour les patients qui présentent la forme infantile classique et pour lequel il y a des mutations sur les deux allèles qui vont altérer la formation de GAA et modifier significativement sa fonction. Et puis dans ces trois articles, il parle beaucoup donc de la fameuse mutation fréquente chez les sujets caucasiens, qui est considéré comme donnant un phénotype moins sévère, mais pour lequel, là encore, il y a d'importantes variabilités interindividuelles, notamment chez des sujets qui sont homozygotes pour cette mutation, ce qui suggère qu'il y a d'autres facteurs génétiques que stricto sensu le gène GAA pour influencer le phénotype de la maladie. Donc là, on passe à une série d'études qui donnent des résultats d'efficacité de l'enzymiothérapie. Donc vous verrez, c'est vrai que c'est pas forcément très digeste à lire, enfin en tout cas pour moi. Il y a cette première étude de Regnery et collaborateurs qui montre des résultats à 36 mois de 38 patients de début adultes, avec un délai moyen de début entre les symptômes et le début de l'enzymiothérapie substitutive de 14 ans. Et donc vous voyez globalement que pour ces malades, le test de marche des 6 minutes a une tendance à s'améliorer de manière significative, alors que la CV ne bouge pas. Mais ce qu'on voit surtout, et ce qui est probablement une des choses vraiment intéressantes, c'est qu'il y a une grande invariabilité interindividuelle des sujets qui est due à l'hétérogénéité des tableaux cliniques à l'inclusion, et puis peut-être d'autres facteurs qu'on ne connaît pas très bien, ce qui fait que on a plutôt l'impression de courbes qui sont stables, plutôt plates. Après, il y a aussi les résultats de l'extension de l'étude LOTS. Donc une étude en ouvert de 55 des 60 patients qui avaient été inclus dans le bras traité de LOTS. Donc pour ceux qui se souviennent pas de ce qu'était LOTS, LOTS c'était une étude donc pour les patients qui présentaient une forme de début tardif contre placebo. Concernant les patients qui étaient inclus dans le bras placebo de LOTS, ces sujets-là ont été analysés mais n'ont pas été vraiment présentés dans cette étude-là. Donc, il y a eu des résultats au mois 130 pour ces 27 patients et des comparaisons de M78, c'était la fin officielle de LOTS, à M104. Globalement, ce qu'on voit, c'est un maintien global des différences par rapport à la baseline sur le 6-minute walking test et sur la capacité vitale. Concernant les effets indésirables, ce sont majoritairement des réactions associées à la perfusion. Il n'y avait pas eu dans cette étude de décès ou de réaction anaphylactique très sévère. Donc là, voilà, vous voyez globalement ces courbes. Donc c'est
ça reste quand même difficile à interpréter. Ça rejoint encore ce que dit David, c'est est-ce qu'on est vraiment sur les bonnes méthodes d'évaluation pour ce traitement, et est-ce qu'on a réussi à bien démontrer une différence, est-ce qu'on a les bons outils. Il y a encore cette étude-là, ça fleurit, donc avec 69 patients qui étaient traités en ouvert, donc 20 patients de LOTS, donc là aussi les études se recoupent un peu. Ce qui était donc là aussi on retrouve des résultats qui sont sensiblement les mêmes que ceux des autres études, c'est-à-dire une amélioration sur les tests de fonction motrice et une CV qui est stable ou plutôt vers la baisse. Ses collègues ont identifié des facteurs de bon pronostic. Le sexe pour la femme, le jeune âge et une meilleure CV en position allongée au début de l'étude. Ce qu'il y avait d'intéressant dans cet article, c'est que ils ont disposé pour 49 patients d'une période avant la mise sous enzymothérapie. Donc, ce qui est pas forcément le cas de toutes les études. Donc ils avaient 14 mois avant. Et donc, là, ils montrent quand même, en tout cas, une globale bonne stabilité sur la majeure partie des paramètres, voire une amélioration significative. Le deuxième point, c'est qu'ils ont scindé leur cohorte en 3 groupes, en bons répondeurs, répondeurs moyens et non répondeurs. Et ça, ils l'ont fait en comparant les performances du patient par rapport à ses performances avant traitement. C'est-à-dire que le patient était son propre témoin. C'est vrai que ce genre de démarche est probablement intéressant parce que on voit bien qu'il y a des... de manière... dans les discussions, on voit bien que chacun des collègues ont des patients qui répondent plus ou moins bien au traitement. Donc c'est des données dont il faudrait disposer. Et ensuite, il y a cette grosse étude d'Angelini de 74 patients traités en ouvert, où là, il y avait 3 groupes en fonction de la durée du traitement dont avaient bénéficié ces patients, avec des patients d'un âge moyen de 43 ans, dont certains étaient très atteints, puisqu'il y avait 7 patients en fauteuil roulant et 27 qui étaient ventilés. Donc là aussi, c'est vrai que on retrouve toujours à peu près les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que globalement, les méthodes d'évaluation sont les mêmes. Les 2 critères principaux, c'est le 6-minute walking test et la capacité vitale. Donc il y a une amélioration sur les paramètres qui sont retenus sur ces 2 critères-là. Et puis enfin, cette étude des collègues japonais qui ressemble à l'étude garchoise qui avait traité pendant 2 ans des patients qui, eux, étaient très sévèrement atteints, des patients tous ventilés depuis une longue période, 2 trachéotomisés et tous en fauteuil roulant manuel. Alors globalement, sur le plan de la fonction motrice, on voit de petites choses parce qu'ils ont utilisé la force des mâchoires notamment, la force de préhension. Donc il y a des petites modifications, mais qui sont quand même très discrètes. Il y a une patiente qui arrive à nouveau, à manger ou à ouvrir un pot de yaourt. Il y en a une qui a repris du poids. Mais donc bien sûr là, les critères d'évaluation sont très difficiles. Donc moi j'avoue que il y a une pléthore d'études, mais c'est vrai qu'on retombe un peu toujours sous nos pas. Et quand on voit que l'atteinte finalement de cette maladie de Pompe est plus axiale que un déficit des ceintures, on peut vraiment se demander si les critères qui sont retenus pour ces études sont les bons. Ensuite, il y a cette publication qui est un case report, mais qui est quand même très intéressante. C'est la première expérience chez une patiente qui était pendant la grossesse et pendant la lactation. Donc la grossesse de cette patiente primipare s'est bien passée. Il n'y a pas eu de problème ni pour elle ni pour son bébé. Et on voit ici que il y a un pic de l'enzymothérapie à environ 2h30 après la perfusion qui va disparaître à 24 heures. Donc il serait possible pour ces patientes de poursuivre un allaitement. Il y a eu quelques articles également sur
la prise en charge kinésithérapique des patients qui présentent une forme de type late onset, mais je vais passer sur ce point. Alors concernant la pédiatrie, il y a plusieurs études qui rapportent le phénotype des survivants, des enfants survivants, c'est-à-dire qui ont un phénotype infantile classique et qui ont survécu après plusieurs années d'enzymothérapie. Donc il y a cette première étude pour laquelle le critère d'inclusion était pas de ventilation et un âge de début des symptômes inférieur à 6 mois à l'initiation de l'enzymothérapie et des patients qui ont survécu plus de 5 ans. Donc au total, ils retiennent 11 patients qui sont tous CRIM positifs et qui n'ont pas de ventilation invasive. Ils ont eu un âge moyen de 8 ans. Globalement, tous ces petits-enfants ont présenté une amélioration nette de l'atteinte cardiaque qui était présente initialement et de manière fréquente sont observés chez eux donc parfois un déficit moteur qui était important, une dysarthrie, un déficit auditif de perception ou de conduction, une ostéopénie, un reflux gastro-œsophagien et une dysphagie avec un risque de fausse route. Il faut quand même souligner que 7 de ces petits malades marchent sans aide et qu'ils ont tous un taux faible ou indétectable d'anticorps. Il y a eu aussi plusieurs publications sur le devenir cognitif de ces petits patients. Donc j'ai cité celle-ci. Il s'agissait de 10 patients qui avaient une forme classique infantile traités par enzymothérapie. Et il rapportait qu'au tout début des évaluations de ces petits, dans les 4 premières années, il y avait un retard de développement qui était de très nettement en dessous de la moyenne à très sévère. Et que bon, là, se posait la question par la suite il semblait y avoir une influence de l'âge du début de l'enzymothérapie, des difficultés de langage, des tests utilisés sur le plan psychométrique et de la sévérité des problèmes moteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont suivis et vus à 5 à 11 ans après le début de l'enzymothérapie, ces petits ont une cognition qui va d'une cognition normale à un retard moyen. Et là, une des questions des auteurs, c'est que peut-être il est difficile d'évaluer la cognition avant 4 ans chez des enfants qui ont une atteinte motrice très sévère. Par ailleurs, 4 des patients avaient une atteinte de la substance blanche périventriculaire assez sévère, comme vous voyez sur cette image. Il y a aussi beaucoup d'articles sur l'opportunité de réaliser un dépistage systématique dans la période néonatale de la maladie de Pompe. Alors, ceux qui ont probablement la plus grosse expérience, c'est les collègues de Taïwan qui l'ont fait à large échelle. Et donc maintenant, dans différents pays, se pose la question de faire ce dépistage néonatal. Et il y a cette étude qui est intéressante, qui a porté sur ils ont fait un questionnaire et ils ont interrogé à la fois des patients, des personnes du grand public, mais aussi ou des patients ou des personnes de la famille de personnes qui avaient une maladie de Pompe, pour savoir s'ils étaient favorables ou non à ce dépistage néonatal qui pose des problèmes éthiques. Donc là, vous voyez les résultats, notamment sur les raisons ou pas de faire ce dépistage néonatal. Mais bon, je vois que mes collègues sont sur la chaire, donc je vais avancer. En tout cas, qu'on soit parent d'un patient qui a une maladie de Pompe ou qu'on appartienne à la population générale, globalement, on a les mêmes réponses et on est plutôt pour. Alors donc, je vais terminer mon propos sur cet article qui est donc des recommandations de consensus de l'ANEM, donc des Américains, pour le traitement des patients qui ont une maladie de Pompe de forme tardive. Alors c'est un article que je vous recommande de lire parce que il y a sur la prise en charge des différentes complications de la maladie des recommandations qui paraissent en tout cas très intéressantes. Et puis il pose la question de l'initiation du traitement. Donc, bien sûr, c'est leur sensibilité d'Américains. Nous, c'est différent, bien sûr, mais ça mérite la peine d'être lu. Par exemple, pour les patients présymptomatiques qui n'ont aucun signe, ils proposent de les réévaluer tous les 6 mois et de commencer le traitement s'il y a des symptômes ou s'il y a une diminution de la capacité vitale.
Par exemple, si pour les patients qui ont une sévérité importante, il est recommandé de traiter 1 an et puis ensuite de réévaluer au cas par cas. Il y avait un point intéressant, et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, c'est combien de temps est-ce qu'il faut laisser l'enzymothérapie? On part sur le terme, on partait plutôt sur le principe que ce serait toute la vie, mais eux disent que finalement, étant donné qu'on l'évaluation est difficile, que les améliorations ne sont pas toujours très faciles à évaluer, eux recommandent de traiter le patient pendant 1 an et ensuite que le médecin discute avec son malade. Donc bon, ça c'est des choses à méditer. Donc quelles sont leurs recommandations? Ils recommandent plusieurs études de phase 4, de mettre des stratégies thérapeutiques alternatives pour améliorer les effets de l'enzymothérapie substitutive, d'avoir plus d'études qui permettent d'établir le lien entre les déficits enzymatiques, le dépôt de glycogène, la fonction lysosomale et la dysfonction musculaire squelettique, d'avoir de meilleures études de prévalence de cette maladie, d'avoir une meilleure sensibilité, une spécificité des méthodes diagnostiques et des algorithmes diagnostiques. Il pose la question de ce programme de dépistage néonatal et il pense qu'à ce jour, la prise en charge et le dépistage des complications de la maladie restent inadéquates. Alors je partage avec Andoni le goût pour les héros et pour James Bond, donc j'avais prévu de vous parler de Monsieur Pompey, mais je ne le ferai pas. Donc en conclusion, je pense qu'il faut plus considérer, au vu de des premiers articles, que la maladie de Pompe est avant tout plus une myopathie axiale qu'une myopathie des ceintures et que donc il faut y penser quand on veut évaluer ce traitement, qu'il s'agit aussi d'une maladie plurisystémique et non pas que d'une maladie du muscle strié squelettique, que de nouvelles études sont nécessaires pour mieux comprendre le phénotype et pour avoir des marqueurs pour identifier les bons répondeurs à l'enzymothérapie substitutive. Et puis, par ailleurs, pourquoi pas un consensus national chez nous aussi. Je vous remercie.